Sans victoire possible de part et d'autre, le bien et le mal s'affrontent dans un éternel combat. Dans cette bataille séculaire, le diable représente le symbole suprême de l'emprise du mal sur le monde. Empruntant tour à tour les noms du malin, de Belzébuth, de Lucifer, la bête doit parfois s'incarner pour manifester sa toute-puissance. Et lorsqu'elle s'incarne, les victimes de cette possession sont plongées dans un combat inégal, une cause perdue d'avance. Leur dernier recours, l'exorcisme, est-il une aide ou une autre forme de torture mentale? À cette heure tardive, cette femme dort depuis un bon moment déjà. Elle ouvre soudainement les yeux. Son corps se redresse ensuite comme un automate. Dans sa tête, elle revoit le dégât de son jeune bambin au souper. Sa colère fait place à une rage intense, irraisonnée. Elle se dirige vers la chambre de son fils. Sur son visage se dessine un sourire cruel, presque démoniaque. Elle s'approche de la couchette et referme ses mains autour du cou de l'enfant. Dans sa tête, une voix lui demande de le tuer. Puis d'un seul coup, la femme reprend ses esprits, horrifiée par ce geste qu'elle s'apprêtait à commettre. Comment est-ce possible? Elle ne se reconnaît plus. Elle a l'impression de perdre le contrôle de ses gestes, comme si elle était possédée. Le néant est-il peuplé d'entités invisibles et d'êtres désincarnés? Peut-on être possédé? Ces visiteurs de l'au-delà peuvent-ils, à l'occasion, se substituer à notre âme, à notre volonté? La croyance qu'un être vivant puisse être possédé par les esprits d'une entité désincarnée s'alimente des coutumes locales et des croyances populaires et religieuses. Au Brésil, nombre de psychologues n'hésiteront pas à mettre au compte de la possession certains problèmes de leurs patients, alors que leurs confrères nord-américains seront plutôt enclins à poser un diagnostic de schizophrénie. Mais dans ce domaine plus que tout autre, le jargon psychiatrique n'a pas réponse à tout. À l'été de 1978, une dame de la région de Chicago, alors qu'elle se trouve en sieste, se met à parler un peu comme dans son sommeil, avec la voix un peu gutturale d'une certaine Teresita Bassa. La dite Teresita Bassa a été retrouvée morte quelques semaines plus tôt, assassinée dans son appartement. Alors, avec cette voix d'outre-tombe, la dame se met à raconter qu'elle aurait été étranglée par un collègue de travail, un certain Alan Shavery. La police procède donc à l'arrestation du dit Alan Shavery. On retrouve chez Shavery des bijoux ayant appartenu à Teresita Bassa. Et là, évidemment, placé devant le fait, Shavery avoue le crime. Alors, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, on va admettre en cours ce témoignage d'outre-tombe de cette Teresita Bassa qui aurait été assassinée par Shavery. 10 ans après le suicide de son frère, Jason Defay, une jeune mère monoparentale de l'Outaouais,
se retrouve au cœur de phénomènes mystérieux et inquiétants. Elle voit parfois sa volonté être violée par des entités invisibles et apparemment malveillantes. Peu de temps après la naissance de sa fille, Annick Laprade est surprise par les comportements étranges de son enfant. Regard fixe, dénué d'émotion et des actions marquées par des gestes de violence. Pour Annick Laprade, peu à peu la vérité se dévoile. Il y a une autre âme dans sa fille. L'affaire Teresita Bassa, Gézanne des Fées ou Annick Laprade sont des exemples éloquents de possession voisine de la médiumnité. Elles représentent plus de 90% des cas, alors que le reste tombe dans une autre catégorie, beaucoup plus inquiétante, celle des possessions diaboliques. Selon l'Église catholique, il existe 3 principaux symptômes de possession diabolique. La victime parle ou comprend des langues étrangères qui lui sont inconnues. Elle peut découvrir des objets cachés, lire la pensée, dévoiler l'avenir ou pouvoir se livrer à des actions dépassant ses forces physiques. Si tous ces symptômes sont constatés, un exorcisme peut être demandé, mais le processus est complexe et rarissime. Très souvent, dans beaucoup de diocèses, c'est le chancelier qui accueille les premières demandes. Dans certains diocèses, on exige au point de départ un dialogue avec le pasteur de la personne ou bien encore avec un prêtre de confiance. Donc, il y a une première étape là, qui se joue au niveau de la demande. Depuis l'avènement des thérapies cliniques, il est d'usage de diriger les prétendus possédés chez les psychiatres. Il est vrai que la plupart des critères admis de la possession sont subjectifs et peuvent très bien se rencontrer chez un patient atteint de problèmes mentaux. Mais il y a des exceptions. En 1947, dans un hôpital de Saint-Louis, un jeune garçon de 13 ans, Ronald Onkeler, est soumis au rituel du grand exorcisme. Pendant des semaines, des prêtres vont se succéder à son chevet pour le libérer des forces diaboliques qui l'habitent. Son expérience sera l'inspiration derrière le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, L'Exorciste. Lorsque l'on parle de la possession, on a l'impression de se retrouver en plein cœur du Moyen Âge. Pourtant, on pourrait croire qu'avec la médecine moderne, ce phénomène aurait été chose du passé. Eh bien non. Faut-il en conclure que les superstitions sont plus fortes que la raison ou que la science s'est trompée? Le phénomène de la possession se retrouve dans presque toutes les religions et cultures. Si en Occident le phénomène est très souvent associé au diable, il en va autrement dans le reste du monde. Dans d'autres cultures, ce peut être un esprit, qu'il soit bon ou mauvais, ce peut être l'esprit d'un ancêtre disparu, ce peut être la personne qu'on vient d'inhumer. Il y a beaucoup d'autres possibilités. On parle même de possession animale dans certaines cultures également. Mais en Occident, effectivement, à tout seigneur, tout honneur, on attribue très vite les phénomènes au diable lui-même. Le phénomène de la possession est particulièrement présent chez les groupes dont la religion s'inspire des traditions africaines comme le vaudou ou l'umbada. En Occident, de plus en plus de thérapeutes croient que certains troubles du comportement comme la schizophrénie et les cas de personnalité multiple peuvent être l'œuvre d'une infestation par une entité invisible. Dans certains cas de possession, on croit qu'il pourrait s'agir d'entités, de personnes décédées, en fait, qui ignorent qu'ils sont décédés. Certaines de ces entités pourraient être malveillantes, ce qui expliquerait un certain nombre de cas de poltergeist, par exemple, des coups frappés dans des murs, des vases qui se brisent. En fait, au Brésil, on accepte assez ouvertement ce genre d'infestation, à un point tel que certains psychologues et psychiatres n'hésitent pas à parler d'exorcisme thérapeutique, en faisant appel à des exorcismes comme ça pour aider leurs malades. Dans d'autres cas, il pourrait s'agir d'entités qui ont des messages
messages à livrer. C'est un peu le cas qu'on retrouve lorsqu'on parle de médiums qui se laissent habiter par une entité, ou comme dans le cas, par exemple, de Teresita Bassa. Si on va du côté de la religion, alors là, on est beaucoup moins tolérant. En fait, la possession, en dehors d'être possédé par l'Esprit Saint, on ne peut être que possédé par le diable. Et quand on est possédé par le diable, la seule voie pour échapper à cette damnation, c'est le grand exorcisme. Et puis le dernier joueur dans tout ce débat de la possession, c'est la science pure et dure. Si de plus en plus de psychologues et de psychiatres acceptent une infestation par une entité étrangère pour expliquer certains troubles du comportement, je dirais que dans l'ensemble, l'élite médicale voit dans le phénomène de la possession un discours moyenâgeux pour cacher des pathologies psychiatriques clairement identifiées. En 1993, Gézanne Desfées emménage dans un appartement de Hall. Pour elle, c'est le début d'un incroyable cauchemar. Le souvenir de son frère Régis, décédé quelques années auparavant, se fait de plus en plus présent. Il est partout, dans ses rêves et même autour d'elle. 8 ans après sa mort, j'ai aménagé dans un appartement qui me convenait pas du tout, mais pourtant, je le voulais. Il y avait une force en dedans de moi qui me poussait à signer le bail, malgré l'opposition de mon conjoint. Je voulais cet appartement-là. C'est à l'intérieur de cet appartement-là que tout s'est passé. Et puis, il y a des objets qui se promenaient, j'entendais sa voix, je le voyais dans le miroir quand je me regardais. Partout où j'allais, j'avais comme une présence à l'intérieur de moi. En septembre 1994, sur les conseils d'une amie, Gézanne décide de faire appel à Nicole, une médium. J'ai communiqué avec Nicole, qui est venue chez moi, puis on a fait une séance. Nicole voyait clairement mon frère. Par le biais de la sensitive, Gézanne apprend qu'en plus de son frère, il y a d'autres esprits présents, des esprits malfaisants. Régis est là pour la protéger, pour la mettre en garde qu'un drame menace la jeune mère monoparentale. Dans l'ombre, des forces diaboliques se préparent à frapper. Tout à coup, on était assis dans la cuisine, il a commencé à vanter dans la cuisine. Il y avait une odeur nauséabonde, vraiment dégueulasse. Je voyais des doigts noirs, du sang sur les murs. Ça puait, il y avait une odeur. Puis ça passait très vite, comme si on ne voulait pas se laisser voir. Nicole a eu très peur, puis elle a dit « Moi, je ne travaille pas avec ça, je m'en vais ». Et puis, elle est venue pour sortir de chez moi. Au même moment où elle s'en allait, moi, j'ai voulu me lever de ma chaise, puis il y a quelque chose, comme s'il y avait une personne, mais invisible, qui m'a pris par le poignet, puis qui m'a rassis. Et puis, j'avais très, très mal à mon poignet. Et puis, ça faisait tellement mal, j'étais tellement estomaquée par ce qui se passait que j'arrivais pas à... J'essayais de crier « Nicole, reviens, reviens », j'étais pas capable. Je l'ai entendu dire « OK, OK, je vais rester ». J'ai dit à Nicole « J'ai mal au poignet, j'ai mal, mon bras me fait mal ». Puis, elle a regardé et elle a dit « Oh mon Dieu, il te rentre dedans, ton bras est tout noir ». Grâce à l'intervention de Nicole, Gézanne a pu se libérer de cette force mystérieuse qui a cherché à la posséder. Libérée, mais pour combien de temps encore? Le 22 septembre 1994, au moment de se mettre au lit, Gézanne est surprise par des bruits qui proviennent du salon. Elle a l'impression que quelqu'un fait tourner son fauteuil de travail. Il y a juste un mur qui me séparait du salon où la chaise était. Puis j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans l'entrée du salon et j'ai vu la chaise qui était plus au bureau où elle devait être. Elle était au milieu du salon puis elle s'est emmenée directement sur moi. Gézanne recule dans la pièce, affolée. Elle essaie de retrouver sa respiration. Puis voilà que d'autres bruits se font entendre. Des jouets. La chose est maintenant dans la chambre de l'enfant. J'ai marché dans le corridor. J'entendais les bruits de plus en plus forts parce que je m'approchais. Puis, quand je suis rentrée dans la chambre, les bruits ont arrêté.
Mon fils dormait paisiblement, puis j'ai essayé de le prendre. Je tremblais, j'étais toute crispée. J'étais pas capable, il y avait comme une énergie qui empêchait mes mains de passer. Je pouvais pas prendre mon garçon. Elle retourne au salon. L'horreur est à son comble. Elle saisit le téléphone, mais voilà que les touches s'écrasent, comme si des doigts invisibles pianotaient sur le clavier. Elle parvient tout de même à composer le numéro de l'une de ses amies, Josée. Lorsqu'elle a répondu, je lui ai dit « Josée, tu t'en viens immédiatement, prends même pas le temps de t'habiller. Je suis paralysée, je ne pouvais plus bouger, j'essayais de me lever, c'était impossible. » Comme si, à partir de la taille, tout mon corps était cimenté. J'avais aucun mouvement. Et puis, elle a dit oui, je m'en viens tout de suite. Au même moment, pendant que je parlais à Josée, mon autre ligne a sonné. Je suis allée répondre en disant bye à Josée. Puis c'était Nicole, la médium, qui me dit tout de suite, sans elle ne savait pas ce qui se passait chez moi du tout, elle n'avait pas de moyen de savoir ça, elle me dit « Sors de chez vous, ils vont tuer ton fils, sors de chez vous, ça presse. » Là, je lui ai dit « Je suis paralysée, Nicole, je ne peux pas bouger. » Jason n'entend plus les conseils de la médium. Elle est rivée sur un étrange spectacle qui se déroule devant elle. Des points multicolores apparaissent, formant la silhouette de 3 personnages. Soudain, on frappe à la porte. C'est Josée. De bon, Jason la rejoint et ensemble, les femmes retournent dans la chambre de l'enfant qui dort toujours à poing fermé. Josée le prend sans problème, sans rencontrer cette barrière électrique qui empêchait Jason de rejoindre son fils. Les 2 femmes quittent l'appartement, ipso facto. Quelques jours plus tard, Jason retourne chez elle. Les jours s'écoulent sans nouvelles manifestations. La situation s'envenime lorsque Jason invite un couple d'amis et que Vanessa se rend à la salle de bain. À ce moment-là, on a entendu Vanessa crier, là, comme si elle avait, je ne sais pas, le doigt pris d'une porte. Là. Elle criait là, à plein poumon. Qu'est-ce qu'il y a? Vanessa! On s'est levé rapidement, on est allé direct à la chambre de bain. On essayait de rentrer, puis on dit « Vanessa, qu'est-ce que t'as? » La porte de ma chambre de bain ne barrait pas. À un moment donné, la porte s'est ouverte. J'ai tombé dans le fond, puis la porte s'est refermée. Puis à ce moment-là, Vanessa, elle était par terre, entre le mur et la toilette. Puis elle faisait juste regarder le ventilateur. Elle tremblait comme une feuille. C'était évident qu'elle était traumatisée, beaucoup, là, profondément. Elle regardait le ventilateur, puis elle disait « L'Halloween est sorti du ventilateur. L'Halloween est sorti du ventilateur. » Puis là, je disais « Arrête, c'est juste un ventilateur, là, prends sur toi. » Puis elle a perdu connaissance. Puis... là, je me suis retournée pour essayer d'aller sortir de là. La porte ne s'ouvrait pas encore. Je ne pouvais pas sortir. Là, j'ai vu son ombrage comme si elle se levait. Je me suis retournée, puis je l'ai vue. Elle était debout, puis elle s'est mise à me parler. Elle me disait « Tu ne sors pas d'ici, tu ne sors pas d'ici », avec une grosse voix. C'était vraiment épeurant. Je voulais sortir de là. Puis elle a mis ses mains comme ça, puis elle s'avançait vers moi. Jason parvient à sortir de la salle de bain, mais son amie est prise littéralement de démence. Elle court dans l'appartement en récitant des paroles incompréhensibles, son corps secoué par des convulsions. Devant ces comportements incontrôlables, Jason et Étienne n'ont d'autre choix que d'appeler les services d'urgence du 911. Elle respirait environ 50 à 60 respirations par minute. Donc, ce qu'on a fait, on l'a assise sur une chaise et j'ai essayé de la faire respirer plus lentement, jusqu'au moment où elle a eu une perte de conscience. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis approchée d'elle, je lui ai fait une subluxation. C'est dans le but de dégager les voies respiratoires pour qu'elle respire mieux. Et tout d'un coup, elle s'est ouvert les yeux et ce que j'ai senti m'a vraiment donné un choc. Je me suis levée rapidement, j'ai reculé en faisant tomber la chaise. À ce moment-là, elle s'est glissée sur le sol, puis elle s'est mise à ramper comme une couleuvre. Après avoir maîtrisé la malheureuse, policiers et ambulanciers sont d'avis que les services d'un exorciste seraient plus opportuns qu'un séjour à l'hôpital. On appelle donc la médium qui accepte de retourner chez Jason pour exorciser la pauvre Vanessa. Les médiums arrivaient, donc ils ont rentré la dame dans la cuisine
avec la médium. Et moi, j'ai appelé au bureau pour que notre aumônier, qui s'occupe de nous appelle. Puis pendant que je parlais avec l'aumônier, quand il a rappelé, la médium faisait l'exorcisme dans la cuisine. Donc, j'ai pas été témoin de ce qui s'est passé. Par contre, j'ai demandé à l'aumônier de prier pour nous autres. Je voulais pas arriver à la conclusion que c'était ça, mais j'étais tellement déstabilisée dans ce que je venais de sentir que j'avais besoin qu'on prie pour nous. Ce n'est finalement qu'à l'issue de longues heures de prière que la possédée va retrouver ses esprits. Pour Gézanne des Fées, cette fois, le message est clair. Elle doit déménager. Dans une histoire comme celle de Gézanne des Fées, la frontière est mince entre la hantise et la possession. Dans un événement comme celui-là, il est difficile de séparer les phénomènes réels de ceux alimentés par l'imagination du témoin. En allant à ce rendez-vous chez Gézanne, Vanessa avait peut-être des attentes. Celle de voir quelque chose d'extraordinaire se produire, par exemple. A-t-elle été victime d'une entité inconnue ou de son imagination? Comment savoir? En 1996, après un accouchement difficile, Annick Laprade n'a qu'un souhait, voir sa fille. Mais son allégresse est sur le point de se transformer en un incroyable cauchemar. Au premier contact de Marie-Claude à la naissance, Marie-Claude pleurait beaucoup. Donc, elle avait le nez obstrué, tout ça. Fait que les médecins s'en sont occupés. Après ça, ils nous l'ont redonné et elle a pleuré toute la soirée. Puis là, évidemment, il y avait des gens de la famille, tout ça. Fait que c'est vers minuit que là, les gens étaient partis, puis j'étais tout seule dans ma chambre. Puis j'ai demandé à la voir pour avoir un contact chaleureux, mère-fille. Puis fait que j'ai demandé à la voir, ils me l'ont apporté. Et Marie-Claude dormait. Et là, je lui parlais, on se confiait, tout ça. Puis à un moment donné, elle a ouvert les yeux. Et quand elle a ouvert les yeux, ce que j'ai vu, c'est un regard vide, un regard froid. Donc une pupille très, très dilatée. Annick se dit que ça doit être son imagination, une sorte de choc postnatal. Je vous dirais que les 2 premières années, Marie-Claude a beaucoup pleuré. Elle avait des moments d'accalmie, mais règle générale, c'est un bébé qui pleurait beaucoup. À 2 ans, l'enfant continue de multiplier les comportements anormaux. Elle présente des problèmes d'hyperactivité. Les médecins annoncent aux parents que la petite souffre probablement d'un trouble de personnalité multiple. On leur recommande de consulter un psychiatre, mais l'attente est interminable. Puis à un moment donné, Marie-Claude s'est lancée à la poursuite de son frère. Puis on voyait que visiblement, là, elle voulait lui faire mal. Donc, je l'ai enfermée dans sa chambre. Puis on entendait des coups, vraiment. On entendait bing, bang, bang. Puis j'essayais de tenir la porte fermée. Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Puis habituellement, quand c'était plus calme, ça voulait dire que Marie-Claude était tombée dans une période de repos ou de sommeil parce que les crises provoquaient une période de sommeil par la suite. Quand j'ai ouvert la porte, Marie-Claude était assise face au mur et elle ne dormait pas. Elle dessinait avec son sang sur les murs. Et elle a tourné sa tête, elle nous a regardés et elle s'est mise à rire. Donc, ma fille n'était pas revenue à elle à ce moment-là. À défaut de la médecine, Annick Laprade se tourne vers une ostéopathe de sa connaissance. On a fait 8 mois de traitement en ostéopathie avec Marie-Claude et on a vu une bonne différence, mais les crises persistaient. Donc, elle m'a à nouveau demandé si j'étais ouverte d'esprit. Elle connaissait quelqu'un du nom de Michael, un intervenant au niveau énergétique qui pouvait peut-être nous aider. Donc, on a pris rendez-vous avec Michael parce que nous n'avions rien à perdre à l'époque. On était encore sur la liste d'attente en psychiatrie. Lorsqu'on a rencontré Michael pour la première fois, j'étais avec Marie-Claude. Donc, il l'a observé, il lui a posé des questions. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait 2 entités dans le champ vibratoire de Marie-Claude. Donc, il nous a proposé de procéder à une libération de ces entités-là et à une incarnation de l'âme de Marie-Claude. Donc, évidemment, on est un petit peu sur le choc d'avoir un tel diagnostic, si on peut employer le mot diagnostic. Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. Tu sais, c'était pas des médicaments, c'était rien qui pouvait être nocif pour la santé de Marie-Claude. Je me suis dit, je vais essayer.
On organise un rituel de libération durant lequel Michael récite des prières et ordonne aux entités de quitter le corps de l'enfant. À un moment donné, Michael a ordonné aux entités de quitter le champ vibratoire de Marie-Claude, de quitter. Et ce que j'ai senti, c'est un courant passer à travers moi. Ça a duré environ, je vous dirais peut-être 1 ou 2 secondes. C'était très, très rapide, mais c'est comme si on recevait une brique. Les poumons étaient oppressés, puis une difficulté à respirer. À ce moment-là, j'étais paniquée un peu, fait que j'ai regardé Michael, et Michael était déjà face à moi. Puis, il a à nouveau demandé aux entités de quitter, et ça s'est fait là, dans l'immédiat. Quand je suis revenue à moi, dans le sens que j'ai repris mes émotions, et non pas sous forme de perte de conscience, j'ai regardé, puis Marie-Claude était tout trempe, elle était trempe, elle avait les joues rouges, là. Mais elle était tellement paisible, là, tellement bien. Du jour au lendemain, les comportements de la petite Marie-Claude se transforment. Elle est maintenant plus calme et ses excès de colère ont disparu. Pour Annick Laprade, il n'y a aucun doute que sa fille a bel et bien été libérée d'entités malfaisantes qui cherchaient à habiter son corps. L'histoire d'Annick Laprade est elle aussi étonnante. La victime étant un poupon, difficile de l'accuser d'avoir imaginé ses symptômes. L'approche de la jeune mère est tout à fait surprenante. Elle a préféré s'en remettre à une technique alternative qui s'est révélée tout à fait efficace. Une approche spirituelle plutôt qu'une approche médicale. Voilà un débat tout à fait intéressant. Dans son livre des esprits, le pape du spiritisme, Allan Kardec, parle d'entités qui pourraient s'immiscer dans certains individus pour influencer leur comportement. Kardec ne parle pas de possession pure et dure, mais il parle ici de formes de parasites de l'esprit. Et je dirais que même si Kardec vivait il y a plus d'1 siècle, son interprétation du phénomène de la possession a toujours un peu l'assentiment des gens qui s'intéressent au spiritisme ou les artisans de phénomènes paranormaux. Ce sont d'ailleurs eux qui sont intervenus dans le cas de Gézanne des Fées de Annick Laprade. Évidemment, pour les détracteurs de cette hypothèse, et en particulier le corps médical, ces gens-là font remarquer que Allan Kardec est décédé en 1869 et qu'à cette époque, on ignorait à peu près tout des grandes pathologies psychiatriques. Croire que des esprits peuvent comme ça prendre possession d'un individu et influencer ses comportements, c'est pour eux retourner à l'âge des ténèbres. Et évidemment, aucune personne de cette élite médicale oserait se faire l'apôtre d'une telle hypothèse. Et pourtant, c'est un peu faux parce que de plus en plus, je dirais depuis quelques années maintenant, on a de plus en plus de gens, de thérapeutes, qui acceptent ouvertement cette hypothèse de la possession comme étant une possible alternative à des comportements, des problèmes de comportement. Adam Crabtree, un des plus éminents psychothérapeutes de Toronto, est aussi d'avis que des esprits désincarnés peuvent être responsables de certains troubles du comportement. Dans son livre Multiple Men, Crabtree présente plusieurs cas qu'il a lui-même traités et qui échappent au traditionnel diagnostic psychiatrique. L'un des cas est celui d'une jeune femme qui se disait possédée par l'esprit d'une entité inconnue. Sous hypnose, Crabtree a pu s'entretenir avec cet invraisemblable locataire. J'ai parlé avec cette personne et il s'est avéré que c'était une présence mâle et que cette présence prétendait être son père qui était décédé. Pourtant, il était assez catégorique avec le fait qu'il n'était pas mort, que oui, il était là avec sa fille et c'était très bien ainsi. Quand je lui ai fait remarquer qu'il intervenait indûment dans sa vie, il n'a pas été troublé du tout et ne voyait rien de mal à cette situation. Alors, comme je ne savais trop comment amener cette présence à prendre conscience de la situation, je lui ai demandé d'essayer de prendre conscience de son corps. Et quand il l'a fait, il est devenu conscient d'être dans un corps de femme, ce qui l'a profondément troublé. Et c'est à ce moment que nous avons pu commencer à travailler. And it was the beginning of it being able to get down to work, down to brass tacks. Adam Crabtree ne prétend pas que tous les troubles de la personnalité soient à mettre au compte d'esprits désincarnés, mais dans de rares cas, cette possibilité ne doit pas être exclue. Des approches comme celle de Crabtree restent encore marginales, mais les résultats positifs qu'elles ont eus sur les patients ne peuvent pas être simplement attribués à un effet placebo. Pas plus que dans le cas de Gézanne des Fées ou d'Annick Laprade, où
Là encore, une approche qualifiée d'ésotérique a donné des résultats spectaculaires. Dans d'autres pays, on va faire appel à des médiums, à des gens qui ont une autre approche de la réalité humaine, qui arrivent à sentir des choses que nous, Nord-Américains ou Nord-Européens, n'arrivons pas à sentir. Est-ce qu'on doit s'offusquer de ça? Non. On doit l'utiliser au mieux possible. L'idée qu'une personne puisse être possédée par l'esprit désincarné d'un défunt est une croyance courante dans l'univers du spiritisme. De plus en plus de scientifiques acceptent cette possibilité comme une avenue à certains troubles du comportement comme le syndrome de personnalité multiple. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'entités qui n'ont jamais été incarnées? Pire, lorsque l'entité elle-même prétend être le diable. En 1949, à Cottage City, en banlieue de Washington, d'étranges phénomènes commencent à se produire autour du jeune Ronald Unkeler, un adolescent de 13 ans. Des objets bondissent littéralement en l'air au passage de Ronnie. La nuit, le lit de l'adolescent est violemment secoué au point où il n'arrive plus à dormir. Les Unkeler consultent des parapsychologues et des prêtres. Ils font même admettre leur fils à l'hôpital de Georgetown où l'on procède à toute une batterie de tests médicaux. Les résultats sont clairs. L'adolescent ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Désespérés, les Unkeler amènent Ronnie à Saint-Louis, où habite presque toute leur famille, dans l'espoir que ce nouvel environnement permette de chasser cet esprit maléfique. Hélas, les choses ne font qu'empirer. Le jour, l'enfant demeure passif, abattu. Mais la nuit, il devient agressif et violent. Des marques inexplicables apparaissent sur son corps. Bientôt, la ronde des meubles qui bougent et des objets qui volent reprend de nouveau. L'enfant est alors confié au père William Baldwin, un jésuite de l'église de Saint-François-Xavier. Pour le prêtre, Ronnie est possédé du démon. Il le fait administrer à l'hôpital des frères Alexiens. C'est là que le père Baldwin et une demi-douzaine de ses confrères vont procéder au grand exorcisme. Nuit après nuit, des prières de libération sont répétées. Le jeune Unkeler est en proie à des comportements violents. Il frappe les prêtres et leur crache au visage. Lorsqu'on l'asperge d'eau bénite, l'enfant hurle sa douleur et lance des obscénités innommables. En mai 1949, les prêtres se réunissent une fois de plus au chevet du jeune Unkeler. La séance se révèle l'une des plus violentes. Les prêtres hurlent littéralement leur litanie, alors que Ronnie leur crie les pires obscénités. Puis, en après-midi, l'adolescent épuisé sombre dans un profond sommeil. C'est alors qu'une détonation semblable à un coup de feu retentit dans l'hôpital. À son réveil, l'adolescent est calme et détendu. Il semble n'avoir aucun souvenir des dernières semaines. L'enfant reprendra bientôt une vie normale, oubliant même ses 6 mois de possession. La possession de Ronald Unkeler servira de canevas pour le best-seller de William Blatty, L'Exorciste, adapté au cinéma en 1973. La possession diabolique. L'ultime possession. Dès qu'on évoque ces mots, des images du film L'Exorciste se bousculent dans notre mémoire. Des scènes terrifiantes qui ont bouleversé l'Amérique des années 70. Pour l'Église, l'existence du diable est un fait, sinon une nécessité. Par contre, en matière d'exorcisme, le Vatican se montre particulièrement prudent. On préfère prendre ses distances par rapport à la possession pure et dure. C'est d'ailleurs la tangente qu'adopte l'Église dans son nouveau rituel de l'exorcisme, promulgué à Rome le 22 novembre 1998. Ce qu'il dit, c'est que un chrétien, une chrétienne peut être tourmenté. Le terme qui est utilisé de préférence, c'est
les fidèles tourmentés. On ne parle pas des fidèles possédés par le diable, mais des fidèles tourmentés par le diable. Je dirais que pour les chrétiens, on appartient tous au Christ ressuscité. Et donc, on est possédé par le Christ. On appartient au Christ. On est membre du corps du Christ. C'est donc pas dans la vision du rituel de l'exorcisme, une personne tourmentée n'est pas possédée par le diable, mais elle est tourmentée par le diable. Il est vrai que depuis la Renaissance, la possession diabolique et l'exorcisme étaient définis par un rituel imprégné de vieilles superstitions. Le dernier rituel, le précédent, datait de 1614. Et il faut le dire, je pense qu'il était encore assez marqué par l'esprit du Moyen Âge, même si on est à la Renaissance. L'exorciste, dans le rituel de 1614, s'adresse au diable, il lui parle, il l'apostrophe, il sort de cet homme esprit mauvais, etc. Donc, une représentation extrêmement dramatique, je dirais, de l'exorcisme. Dans le rituel actuel, l'exorcisme, d'abord, est vu comme une célébration, une authentique célébration liturgique, donc une célébration de prière. Une célébration de prière où l'exorciste ne s'adresse pas au diable, mais s'adresse à Dieu. Il prie le Père par le Christ et il demande l'invocation de l'Esprit Saint sur la personne fidèle ou la fidèle tourmentée par le diable. Le texte met en garde contre l'imagination des hommes qui peut les porter à croire qu'ils sont la proie du démon. Il recommande de distinguer entre une véritable intervention diabolique et la crédulité de certains fidèles qui pensent être l'objet de malédictions. Le nouveau rituel distingue l'exorcisme mineur, fait de prière, et le grand exorcisme, qui consiste en une célébration liturgique. Le grand exorcisme, si on veut, ou l'exorcisme majeur, comme dit le texte, il est pratiqué d'abord dans un contexte, je dirais, de relative intimité. Il y aura le prêtre, il y aura le fidèle tourmenté. Il peut y avoir, avec le fidèle tourmenté, de ses proches, des gens qui le soutiennent par la prière, des gens qui lui ont confiance. Et il y aura surtout, je pense que c'est l'axe principal du nouveau rituel de l'exorcisme, il y aura un rappel du baptême de la personne. Puisque la personne a été baptisée, elle a été placée sous la seigneurie du Christ ressuscité. Non pas sous la seigneurie du diable, mais sur la seigneurie du Christ ressuscité. Et donc, je dirais que la célébration est comme pour aider le fidèle tourmenté à renouer avec son baptême. Depuis que la psychanalyse existe, on sait que le diable n'est plus forcément à l'origine des troubles psychiques qui peuvent affecter l'homme. Aux yeux de l'Église, celui qui se dit possédé ne l'est pas forcément et a souvent plus besoin de l'aide d'un psychiatre que celle d'un exorciste. Il est vrai que certains symptômes de la possession diabolique flirtent avec les pathologies maintenant bien identifiées par la science médicale. Vous savez qu'il y en a 3 des symptômes. Le fait de parler une langue que l'on ne connaît pas, ce qu'on appelle la xénoglossie. Le possédé se met à parler une langue complètement ignorée de lui. Un des autres signes parmi les 3, c'est le fait de connaître des événements cachés. Un possédé, appelons-le comme ça pour faire plus simple, vous voit et va vous parler de ce que vous avez vécu il y a 10 ans, alors qu'il n'est pas censé le savoir. Et le 3e phénomène, c'est le décuplement des forces, physiques ou intellectuelles, en fonction de l'âge de la personne. C'est le 3e critère selon le rituel romain. L'hystérie reproduit aussi de nombreux symptômes de possession. Le malade est pris de convulsions, ses bras se tordent et ses poignets se tortillent. Le visage reflète tour à tour l'horreur, la colère et même la fureur. L'une des caractéristiques frappantes est celle du corps arqué, que les praticiens appellent l'arc hystérique. Il est fréquent dans les cas de possession comme dans la plupart des symptômes de l'hystérie. Autre pathologie susceptible d'être confondue à la possession diabolique, les maladies de la personnalité. Des maladies qui se caractérisent par une fragmentation de la personnalité première du sujet. Dans la fragmentation de la personnalité, on parle de personnalité multiple.
Le phénomène de la personnalité multiple est une réponse à un traumatisme impossible à assimiler pour un enfant. Un enfant est placé dans une situation d'abus, par exemple, d'abus sexuels ou d'abus physiques. Il est soumis à des privations, il est soumis à des sévices qui dépassent sa capacité d'assimilation. Il n'arrive pas à composer avec cette situation-là. C'est un petit peu comme si la partie de l'enfant qui est témoin de l'événement qui procure une souffrance atroce, l'enfant a cette capacité de se dissocier de l'événement. C'est un petit peu comme s'il se dédoublait. Il y a un premier dédoublement. C'est un petit peu comme pour les plantes, il y a une première ramification, il peut y en avoir une deuxième, une troisième, une multiplication à l'infini. Des cas très connus, par exemple, Billy Milligan, on parlait de 24 personnalités. Ben, il y a des cas dans lesquels moi j'ai entendu qu'il y en avait 60, un autre cas 128, 120, 128. Le chevauchement de ces divers symptômes place la possession diabolique dans une zone grise entre la maladie et le surnaturel, un no man's land où la prudence est de rigueur. La psychiatrie peut poser un diagnostic de processus de possession diabolique. Mais l'origine, la source diabolique, ne sera pas démontrée par la science, ni par la médecine, ni par la psychiatrie. Les problèmes de possession diabolique, comme un peu tout ce qui est paranormal, sont des phénomènes qui sont non reproductibles. Alors que, fondamentalement, un phénomène est dit scientifique lorsqu'il est reproductible. Les phénomènes paranormaux et la possession sont des phénomènes aléatoires, donc la méthodologie scientifique ne s'adapte pas du tout à l'étude de ces phénomènes. Donc ce n'est pas à des scientifiques de répondre à ces questions. Par contre, un diagnostic de processus de possession, oui, effectivement, ça existe. Le phénomène de la possession reste éminemment controversé. Les anthropologues y voient surtout un phénomène culturel. Les tenants du spiritisme et de l'occulte y voient plutôt des manifestations de l'au-delà. Et quand elle se fait diabolique, la possession devient aux yeux de l'Église l'incarnation du malin. Un débat que les médecins préfèrent attribuer à des troubles mentaux. Il est sûr qu'aujourd'hui, on diagnostique beaucoup moins de cas de possession diabolique que dans les siècles passés. Comme docteur en médecine, c'est une bonne chose. Mais il y a probablement des gens qui ont encore des problèmes d'obsession ou de démonophobie, mais qui échappent qui échappent au système médical, parce que l'humain, plus il est nombreux, plus il est seul. Donc il y a beaucoup de gens qui probablement ont ces problèmes, mais qu'on ne le saura jamais. En focalisant sur la question de la réalité de ces entités invisibles, les intervenants oublient trop facilement le possédé. Dans cette perspective, l'approche la plus raisonnable serait sans doute celle qui tient compte des croyances personnelles du patient et non de celles du thérapeute. Si le sujet se croit possédé par l'esprit de son grand-père, l'intervention d'un médium risque d'avoir plus d'impact sur sa guérison que 500 mg d'antidépresseurs. La question de savoir si l'esprit du grand-père existe réellement reste secondaire. Nous avons une propension, ici, en Amérique du Nord, à vouloir tout expliquer et nous avons aussi la propension à nier l'existence des phénomènes que l'on ne peut pas expliquer. Tandis qu'il y a d'autres cultures qui admettent l'existence de phénomènes que l'on ne peut pas expliquer, mais sur lesquels on peut agir et sans être capable d'expliquer de quelle façon on y arrive. Mais on compose mieux avec l'insaisissable. Mais je dirais, ici, en Amérique du Nord, et en Europe, je parle du monde occidental, c'est un peu comme si existent les phénomènes que l'on peut expliquer et répéter. Le reste, ça ne fait pas partie de notre existence. Et malheureusement, l'être humain est soumis à beaucoup de stimulus et de forces que l'on ne comprend pas.
C'est vrai que la science a tendance à voir les êtres humains comme étant des sortes de mécaniques biologiques. Et à partir de là, bien évidemment, elle reste imperméable à toute argumentation qui pourrait aller dans le sens de la parapsychologie. Et pourtant, au quotidien, on est confronté à des phénomènes qui semblent dire que l'être humain est autre chose qu'une simple machine faite de chair et d'os. Lorsqu'il est question de possession, il est clair qu'aussi longtemps que la science n'aura pas les moyens de documenter l'au-delà, la croyance en des êtres désincarnés va rester une question de foi. L'éternel débat entre le savoir et la croyance.